dérange personne d'être sur les photos? Non. En plus, on est judo. Alors, le truc absolument nickel, c'est les remerciements. Je commence par les remerciements. Pourquoi je vais commencer par le remerciement? Je vais repartir après en arrière. Mais je commence par les remerciements parce que si je suis devant vous aujourd'hui, c'est grâce à Kelly, entre autres. Et je remercie également Caroline. Il y a Fabienne, qui n'est pas là, et il y a Estelle. J'ai oublié personne? Non, c'est bon. Et donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai écouté ce que je devais faire et je n'ai pas utilisé mon mental. Parce que c'est un peu ce qu'on gère mal, parce qu'on a été évidemment conditionné à être dans la matière, à ne faire qu'écouter son mental et de ne pas se laisser porter et toujours réfléchir, pas toujours à bon escient. Et donc, je devais aller à Forcalquier. Forcalquier qui se trouve pas loin de Sisteron, pour ceux qui connaissent. Et je vous en reparlerai après, pourquoi je devais aller à Forcalquier. Et je m'y suis prise un peu en dernière minute cet été. Et il n'y avait vraiment plus beaucoup de chambres à louer. Et je tombe sur une chambre d'hôte qui était pour moi hors de mon budget. Mais je ne sais pas, je suis attirée par cet endroit-là. Je regarde autre chose, mais chaque fois je reviens là-dessus. Et je me dis, ok Magali, tu sais comment ça marche, lâche ton mental, casse la cagnotte et t'y vas. Donc je vais à Forcalquier chez cette personne qui s'appelle Christiana. Et en fait, voilà, le fait de s'écouter, cette personne, j'ai discuté avec elle, alors que j'étais juste une cliente au final, elle m'a fait rencontrer d'autres personnes importantes qui m'ont permis d'avoir des informations dont je vous parlerai par la suite. Et avant de remonter en Belgique, elle me dit, écoute Magali, il y a une personne très sympa, Kelly, qui habite dans les Vosges, c'est pas trop un détour, c'est un détour mais c'est pas grave, c'était une chambre, une nuit de plus, c'est pas grave, et j'allais pas finalement pouvoir parler énormément avec elle. Donc, j'écoute, je vais la voir et je suis ici aujourd'hui. Donc, voilà, on se laisse porter, il y a des choses qui se passent, et il faut lâcher le mental. Et pour revenir au début, vu que je ne sais pas à quel niveau vous en êtes par rapport à ce que je peux appeler le subtil, ou l'invisible, ou les choses qu'on capte et on ne sait pas trop quoi en faire, je vais partir du départ, de comment je suis arrivée où j'en suis aujourd'hui, pour que vous vous y retrouviez, et peut-être que vous disiez, ok, ça m'est déjà arrivé, et je vais chercher à comprendre. Donc au départ, j'étais une maman, comme c'était sur l'intitulé, normale, avec un compagnon, avec 2 enfants. Quand on parlait de voyante, etc., c'était pour les personnes naïves, c'était du n'importe quoi, j'étais à fond dans la matière. Mais bizarrement, j'étais dans la matière, mais en même temps j'étais ouverte. C'est un peu compliqué à expliquer. J'ai eu ma fille qui, vers l'âge de 6 ans, quand je vais lui dire bonsoir la nuit, qui me dit écoute maman, au pied de mon lit, il y a un monsieur, il me regarde, il me fait peur, il est un peu bizarre, et tout naturellement, alors que j'avais ce discours-là sur les voyants, je lui dis écoute, c'est pas grave, tu lui dis qu'il te laisse tranquille, qu'il s'en aille, et ça va aller. Et c'est ce qui s'est passé. Donc tout naturellement, voilà. Et on ne relève pas la chose en fait. Tout le monde peut capter des informations différentes, mais on ne relève pas. Pourquoi on ne relève pas? Parce que c'est important. J'ai eu d'autres histoires. Je connaissais un monsieur d'origine musulmane. Je le vois, je lui dis je sais que ta sœur va se marier avec un Français, mais personne n'est au courant. Regarde, c'est bizarre, comment tu peux dire ça? Personne n'est au courant. Il est issu d'une famille nombreuse, il y avait juste un de ses frères qui savait, donc c'était vraiment tabou, il ne fallait pas qu'on le sache. Il dit, mais comment tu le sais? Je dis, je ne sais pas. Je le sais, et ça glisse comme ça, là où on devrait vraiment se poser des questions. Je ne relève pas la chose. Ma vie continue, donc je suis avec le père de mes enfants pendant 21 ans, et des moments qui sont tendus. Et il y a une de mes collègues qui me dit, écoute Magali, je connais une voyante, une médium qui est sur Charleroi, c'est bizarre, je suis arrivée après sur Charleroi, je n'étais pas de là-bas. Une médium qui me dit, et qui apparemment a l'air honnête, parce que je fais confiance à cette personne, donc je vais voir la médium. Et elle me dit un truc bizarre, elle me dit, je te vois
quitter ta maison, acheter une maison et vendre ta maison. C'est trop bizarre. Je n'avais pas du tout l'intention de quitter ma maison ou partir. Il en était hors de question. Puis en plus, le truc, acheter une maison, vendre une maison, c'est plutôt l'inverse. Et puis le temps se passe. Puis il y a un clash, comme ça arrive souvent. Je dis, c'est pas possible, je dois le quitter. Et je lui dis, écoute, on doit se séparer. Il me dit, hors de question, tu n'auras pas la maison. Je dis, ok. Je cherche une petite maison dans mon budget, afin de quoi démarrer. Alors, quand on a cette impulsion de bouger et qu'on se dit, ok, il faut y aller maintenant, pour être sûr que vous ayez bien compris, on va vous mettre une fois des bâtons dans les roues, 2 fois des bâtons dans les roues. Mais on ne va pas le faire 36 fois. C'est juste pour voir, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es prête? Et à ce moment-là, si vous continuez, vous vous acharnez, mais c'est très court, le temps est vraiment très court, ça peut paraître immense, mais c'est vraiment très court. Je tombe exactement sur la maison qui me correspondait, pas trop grande, pas trop difficile à chauffer, pas de travaux de départ, je pouvais rentrer comme ça. Donc, contente, je signe, je rentre dans ma maison d'origine, il me dit, j'achète plus la maison. Je dis, comment t'achètes plus la maison? Moi j'ai signé, non, j'achète plus la maison et tu dois avoir un montant minimum d'autant si tu veux la vendre. Je me dis, oh mon Dieu. Mal barré, je mets une annonce, j'ai 2 visites. Première visite, la personne absolument pas intéressée. Deuxième visite, les gens viennent, ils sont intéressés, et ils disent, écoute Magali, enfin non, ils disent pas Magali. Je n'étais pas encore célèbre. Ils me disent, ah c'est un peu élevé comme prix. Je dis, je suis désolée, je ne peux pas aller en dessous. C'est une séparation, c'est la clause, je ne peux pas aller en dessous. Ok. Ils me téléphonent quelques jours après. C'est bon, on achète la maison. Ils achètent la maison et personne d'autre ne vient après. Et c'est vraiment quand c'est juste, ce genre de choses. Et je repense à la voyante, je me dis, oh, punaise, mais ça y est, j'ai fait le lien. J'ai acheté et vendu ma maison. Mais, quelque part, ce sont des informations qui viennent de l'extérieur, où moi, je n'ai pas conscience que je peux faire quelque chose par moi-même, ou que je peux comprendre des choses par moi-même. C'est chaque fois des personnes qui viennent de l'extérieur. Et ça continue comme ça. Donc, je m'installe dans cette maison, je me dis, je vais connaître les voisins, je vais les inviter pour faire connaissance avec eux. Et vous avez, pourquoi je parle un peu de toutes ces choses-là? C'est pour attirer votre attention sur le fait qu'on ne fait pas forcément attention aux choses qui se passent. On vit les choses, mais on ne comprend pas ce qu'on peut en faire de manière plus concrète. Et ça va tellement loin que même si on se dit mais tout ça, ça n'existe pas, on vous raconte, et c'est, enfin dans le monde matériel dans lequel on vit, on vous raconte des choses que, avec des personnes de confiance, qui sont assez délirantes quand on ne connaît pas la personne. On aurait peur d'être pris pour fou. Cette dame, qui va être ma voisine pendant quelques années, me voit pour la première fois vraiment à la maison, et elle me raconte, la première fois qu'elle me voit, que son fils, en fait, est tombé gravement malade, parce qu'il a un de ses amis qui a été retrouvé assassiné dans un bassin de décantation. Et ça l'a tellement marqué, pour lui c'était horrible, il voulait absolument savoir, mais est-ce qu'il est mort en se noyant dans cette merde? Et donc il est tombé malade. Et ça a été très très loin, il a été hospitalisé. Il a été dans l'hôpital où travaillait sa maman. Et sa maman lui dit, mais ne te laisse pas partir comme ça. Donc il était en train de faire un glissement, comme font les vieilles personnes qui, en fait, n'ont plus de raison de vivre. Et il a dit à sa mère, maman, je dois absolument savoir ce qui s'est passé. Je ne supporte pas l'idée que mon copain soit mort dans des circonstances pareilles. Et il y a une équipe médicale qui se met autour du gamin. Et ce gamin se laisse glisser. Mais il y a quand même une assistance, mais il se laisse glisser. Et il a une vision et il parle avec son pote. Et son ami lui explique qu'en fait, il n'est pas mort là-dedans. Il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. On l'a assassiné et puis on l'a acheté dans ce bassin, donc il n'était pas mort comme ça. Il a donné les détails de la personne qui l'avait assassiné. Il a donné vraiment beaucoup de détails. Et puis le gamin est
et ces paramètres ont commencé à remonter. Il a dit à sa maman, écoute, tu dois plus t'inquiéter, c'est bon, j'ai ma réponse. Évidemment, il a raconté à sa mère tout ce qui s'est passé. Ils ont été trouver la police, parce qu'il faut savoir, vous ne le savez peut-être pas, que la police, que ce soit ici ou ailleurs, travaille parfois avec des médiums, même les médecins, même au niveau médecine comme ceux qui sont les barreurs de feu. C'est utilisé officieusement en Belgique, France je ne sais pas, mais par exemple en Suisse, c'est utilisé officiellement. Et donc, ils expliquent à la police les choses. Au début, on leur rit un peu au nez, et puis ils donnent ces détails. Ces détails que le gamin n'est pas mort noyé là-dedans, qu'il a été tué avant. Donc la police, effectivement, avait les informations, mais pas de preuves matérielles. Donc la personne court toujours, à l'heure actuelle. Il n'a pas été arrêté parce que matériellement, il n'a pas eu de preuves. Et donc, on a ces petites histoires qui peuvent parfois être comiques. Moi, il m'est arrivé une histoire comique parce que ce n'est pas toujours des choses trash. Vous verrez, pour ceux qui vont lire le livre, il y a un personnage assez important dans mon existence qui s'appelle Gian. Et Gian, c'est quelqu'un de très cartésien, très méticuleux sur lui-même, etc. Et moi, je suis un peu une fille de la campagne. On va faire une marche dans les bois. Et quand on vient de cette marche, je dis, tiens, regardez bien si on n'a pas de tic. Pas le tic, mais la petite bête. Et en fait, si on en avait tout plein, il était dégoûté parce qu'il n'était pas habitué à ça. Moi, j'avais déjà vécu ça, donc voilà, il était dégoûté et c'est tout. Donc ça, c'était le week-end. On va travailler. Et ce qu'il faut savoir comme détail, c'est que j'adore quand il a sa barbe qui est taillée courte parce que je vois les expressions de son visage, je vois véritablement sa personnalité. Et je rentre donc du travail, je le vois. Ah, je dis, ah ben c'est chouette, t'as coupé ta barbe pour me faire plaisir. Ah, il dit oui, parce que je sais bien que t'aimes bien, et c'est tout. Bon, 2 jours plus tard, c'était, je sais pas, c'était en période de congé, enfin voilà, on est tranquille à la maison. La télé, on va dire qu'elle est là. Lui était assis là, moi j'avais la tête sur les genoux, je regardais la télé. Et tout d'un coup, j'entends, j'ai coupé ma barbe pour voir s'il n'y avait pas de tic dedans. Je dis, quoi, t'as coupé ta barbe pour... Il me dit, ah ouais, mais comment tu sais ça? Donc en fait, on peut avoir des informations en décalage du temps. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver demain, ça va vous intéresser. Vraiment, si le reste ne vous intéresse pas, ça va vous intéresser. On peut capter la pensée des personnes. Est-ce qu'il vous est arrivé de dire à une personne, mais pourquoi tu as dit ça? Et la personne, mais non, j'ai rien dit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. En fait, vous captez sa pensée. Et quand on capte la pensée, c'est toujours juste. C'est pas malsain comme pour voir ce qui se passe dans la tête des gens. C'est que vous devez soit lui donner une information, soit vous en recevoir, mais voilà, il y a un équilibre, comme dans le moulin. Je suis au bureau. C'était une période un peu compliquée au niveau du travail, c'était à la fin de ma période dans cet emploi-là. J'étais dans la pierre naturelle, voilà, le marbre, le granit, etc. Et j'avais l'information comme quoi on avait beaucoup de problèmes avec le granit noir, parce que le granit noir est noirci par les Indiens et quand on met de l'acide dessus, ça fait des taches. Et le patron dit, écoute, il y a une cliente qui a un problème, téléphone-lui. Et au moment où je téléphone, je suis en train de penser, ah mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas le même problème. Et je discute avec elle, mais normal quoi. Je raccroche, il y a mon patron qui me regarde et dit, mais t'es complètement malade Magali de lui avoir parlé du problème. Je dis, oups, fais attention à ce que tu penses, parce qu'il capte. Et on peut comme ça capter des informations sans s'en rendre compte qui viennent de l'extérieur, des autres. Il faut juste se poser la question, est-ce que ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas. Et par rapport à l'histoire d'éthique, il y a une notion aussi d'hors du temps. C'est pour ça que j'ai mis les chaises là, on fera l'expérience par la suite pour mieux expliquer. En fait, dans la réalité, quand on est hors du corps, il n'y a pas de temps. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des décalages entre les informations qu'on a et la réalisation des informations. Parfois, il y a des choses qu'on sent au niveau du temps quand l'information est brève, mais quand elle est à longue distance, ça devient plus compliqué au niveau du timing. Donc ça, c'était pour le côté un peu rigolo. Et pourquoi, à l'heure actuelle, les personnes ont difficile avec elles-mêmes? C'est que
on nous a construit finalement comme ne vivant que dans la matérialité, le solide, le concret. Et donc, beaucoup de gens ont la construction comme j'ai eu avec la maison, les enfants et tout ce qui s'ensuit. Puis une fois que vous avez tout, vous vous rendez compte que finalement, on n'est pas forcément bien. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est autre chose que la matière et qu'il y a les émotions qu'on a par rapport aux autres. Et il y a plusieurs choses qui peuvent en fait nous aider à comprendre ces émotions et à avancer sur ces émotions. Ce que je peux donner comme exemple, une des choses qui aide, mais qui n'est pas facile, donc il faut être tolérant avec soi-même, c'est des exercices à faire avec des petits détails, c'est de dire la vérité. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on peut dire à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, politique, etc., que les gens qui sont au-dessus, c'est pas bien ce qu'ils font, ou ils ne disent pas la vérité, ou quoi que ce soit, mais ils gèrent, on va en reparler de ça, je vais plus détailler, ils gèrent des choses qui sont conséquentes, qui impliquent beaucoup de monde. Et vous, quand vous recevez le cadeau de Noël qui est pourri, vous réagissez comment? Parce que c'est un détail, c'est une bêtise. Donc, on vous offre un cadeau de Noël, et vous dites, ah mais si, c'est sympa. Et en réalité, vous pensez, putain, il est pourri, je vais essayer de le fourguer sur Google. C'est des choses qui n'arrivent peut-être pas à tout le monde, mais c'est des choses qui existent. Et donc, pourquoi en réalité faites-vous ça? Parce que vous dites, oh merci, c'est sympa, mais ne vous tracassez pas la personne en face de vous sans, il est pour le cadeau, mais elle dit, ouf, ça y est, j'ai donné mon cadeau de Noël, tranquille, le devoir est fait. Parce qu'on nous a enfermés dans ce truc, il ne faut pas blesser les gens, il ne faut pas toujours dire la vérité, il ne faut pas... Mais on est énergie, donc on sent qu'on est dupé. Ou pas, parce qu'il y a des personnes, à force d'être dupées, elles perdent cette sensibilité à sentir l'autre qui ment. Donc il faut commencer déjà par soi-même avec un détail comme ça. Ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, et vous allez voir, ça peut être comique. Il y a une amie de mon fils qui vient à la maison, elle ne me connaissait pas, ils ont fait connaissance ensemble, et puis mon fils est parti, il habite du côté de Montélimar, et elle n'était jamais venue à la maison, on avait juste communiqué par internet. Et elle arrive avec quelque chose dans les mains, elle arrive avec une orchidée blanche, ça n'a pas d'importance. Elle me dit, Magali, j'espère que tu aimes les orchidées. Là, je dis, c'est dommage, j'aime pas les orchidées, mais c'est pas grave, on va voir ce qui se passe entre l'orchidée et moi, si elle survit. Et là, elle me lâche, ah c'est dommage, j'avais pensé de ramener une bouteille de vin blanc. Ça tombe bien, je n'aime que le vin rouge. Donc tout était juste. Et donc on a rigolé, son intention était de me faire plaisir. L'orchidée, il y en a une sur deux qui est morte à l'heure actuelle, mais voilà quoi, pour la petite histoire, ça date pas. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes honnête, vous dites, ok, c'est gentil de m'avoir offert ça, mais je ne sais rien en faire, si tu peux te faire rembourser, et limite, j'y tiens de rien. Parce qu'on est dans cette pression parfois de devoir, et que la personne est ok ou vous ramène un autre cadeau qui vous correspond, c'est bien. Si elle réagit en étant agacée ou agressive, c'est qu'elle a quelque chose à comprendre et que vous avez quelque chose à comprendre. Et peut-être que la personne, finalement, ne vous vaut peut-être pas autant de bien, ou que, voilà, il y a quelque chose à comprendre, donc dans tous les cas, c'est ok, parce qu'on sent quand vous n'êtes pas vrai. Et pour avancer, il faut commencer par la vérité. Et commencer par des petits tests. Il ne faut pas être trop exigeant parce que c'est pas facile, c'est un exercice de tous les jours, ça peut, émotionnellement, ça peut être dur. Et c'est quand vous voyez que finalement ça ramène à un truc rigolo, comme l'histoire de l'orchidée, que là vous allez dire, en fait c'est chouette, et vous allez aller de plus, ça va être crescendo en fait, vous allez de plus en plus loin pour pouvoir avancer. Donc je suis un peu partie, j'essaie de suivre le fil. Hein. Ok, ça c'est dit. Ce qu'il faut comprendre, et ça vous allez me dire oui mais c'est évident, mais ça n'est pas tant que ça, c'est qu'on ne comprend les choses qu'au moment où on les sait. Quand j'explique ça, on dit, ben oui, ça paraît logique qu'on comprend les choses au moment où on les sait. Mais en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, dans le monde matériel, on nous fait croire, en fait, qu'on peut tout contrôler. On peut contrôler le jour de sa mort,
écoutez, on va quand même effectivement ne pas boire une bouteille de White Spirit parce que, bah, voilà, on connaît les conséquences. Mais dans l'absolu, c'est absurde. C'est absurde parce qu'on peut mourir à chaque instant. Et donc, on s'empêche le fait d'exister. On m'a raconté récemment une histoire d'une dame qui a raté une marche, qui a été se taper la tête contre une poutre et qui est morte. Et donc, c'est pour ça que j'explique qu'on ne sait les choses qu'au moment où on les sait, qu'on a le contrôle finalement sur rien du tout, sauf sur son existence, à tous les niveaux. Et je vais essayer un peu d'accélérer parce que du coup, je n'ai pas du tout regardé l'heure. Oui, c'est vrai que je n'ai pas l'heure pour pouvoir. 15h39. Okay. Pourquoi je vous explique tout ça? Je vous explique tout ça parce que c'est important de comprendre quelles sont nos peurs et ce qui nous bloque pour la vie qui va arriver. Et pourquoi c'est important de s'occuper de ces peurs? Parce que vous pourriez dire, écoutez, moi, ok, c'est compliqué, etc., mais ça va dans ma vie. Je ne suis pas la plus malheureuse, il y a plus malheureux que moi. C'est souvent ce qu'on se dit. Et ça, c'est vraiment un terme qui est mis pour que vous restiez figé. Parce que non, on a le droit d'être 100% heureux. Et c'est pas, on ne fait pas souffrir les autres, on les libère. Je suis arrivée à cette facilité de comprendre les souffrances et m'en détacher grâce à une sortie astrale que j'ai faite. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est une sortie astrale. Non? Mais je vais commencer par parler des EMI, des expériences de mort imminente. Les personnes, ça vous dit quelque chose, hein? Donc, ces personnes qui sont sorties de leur corps lors d'un accident, donc il y a suffisamment d'écrits à l'heure actuelle pour valider la chose. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas Frézé. Ça vous dit quelque chose? C'est un Français. C'est un Français, en fait, qui, depuis enfant, sortait de son corps naturellement. Il allait se balader hors de son corps. Et il pensait que tout le monde pouvait le faire. Et c'est souvent, en fait, la chose dont on ne prend pas conscience pour d'autres capacités. Il y a des gens qui ont une capacité, je vais revenir là-dessus, mais il y a des gens qui ont des capacités de percevoir des choses, de comprendre des choses. Mon fils m'a dit un jour, moi, je vois quelque chose autour des gens. Ben, j'ai dit, tu parles de l'aura? Oh, on appelle ça comme ça, mais tout le monde le voit. Ben, j'ai dit non. Donc, on n'a pas toujours conscience qu'on perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas forcément. Et donc, ce Nicolas Frézé, je vous conseille vraiment de lire le livre qui a été fait, mais je vais vous dire pourquoi. En étant adulte, il est devenu comptable, maintenant il est infirmier. Et en fait, quand il était à la maison, soit parce qu'il était malade ou en congé, parfois il décidait de sortir de son corps et il allait au bureau et il voyait une enveloppe avec un courrier urgent qui n'était pas traité, qu'on tapait sur le côté, et puis il téléphonait en disant « Ouais, vous avez laissé traîner une enveloppe avec le dossier ». Et les gens étaient en mode « Il a mis une caméra, où est-il ?» Et en fait, il était hors de son corps. Et il y a eu une étude qui a été faite en Suisse, il a été suivi pendant 20 ans, ça a été attesté par huissier, pour pouvoir prouver, donc avec un protocole bien particulier, avec des enveloppes, avec des mots dedans, etc., pour pouvoir prouver qu'on sortait réellement de son corps, sans avoir un accident comme une EMI, voilà, suite à un choc. Tout le monde peut sortir de son corps. Donc, je reviens à la sortie astrale. La sortie astrale que j'ai faite, en fait, était excessivement haute. Parce que quand on sort de son corps, on peut sortir, se balader dans la rue, on est bas. Et j'ai été excessivement haut. Et en fait, vous vous rendez compte de ce qu'on est. Tout le monde ne va pas faire de sortie astrale. Mais le fait de me rendre compte que je suis autre chose que ce corps, qu'en fait le corps, c'est une contrainte. Une contrainte mais positive. On est venu ici pour expérimenter la matière, être dans une autre densité, parce que quand on est dans l'énergie, c'est un peu vous passez la main dans de la vapeur, il n'y a pas de... ça va tout seul. Quand vous êtes dans la matière, vous faites ça au milieu de glaçons, ça commence à faire plus mal. C'est notre corps. On est venu expérimenter des choses, on est venu expérimenter des émotions. Quand vous prenez conscience de ça, vous savez que votre vie, en fait, c'est une pièce de théâtre. Vous êtes venu comprendre des choses, mais ce n'est pas une pièce de théâtre pour souffrir. C'est une souffrance quand on est en résistance. Quand on se dit « Ah, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible », et qu'on n'y va pas un peu comme l'histoire de Foucault, mais il y a des choses beaucoup plus compliquées.
vous allez, en couple ou avec une autre personne, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez parfaitement ce qui ne va pas, où ça coince, mais vous n'en parlez pas. Parce que vous dites, si j'en parle, ça va créer une dispute, on va se séparer, ça va être de nouveau des tensions, etc. Et vous ne savez pas où vous devez aller parce que vous avez cette peur de solitude, d'abandon, ça peut être diverses choses. Et avec le mental, vous vous arrêtez toujours à ce problème et vous n'avancez pas. Or, au niveau du subtil, il y a des outils pour pouvoir avancer et comprendre. Parce que quand on a fait le tour avec le mental et que rien ne change, c'est que vous avez quelque chose, une information à laquelle vous n'avez pas accès. Je vais vous donner l'exemple d'un copain. Ce copain, en fait, à la base, c'était quelqu'un qui était, je ne l'ai pas connu à cette époque-là, moi, qui était très taciturne. Il était avec sa compagne, il avait eu ses enfants, et c'était quelqu'un qui n'allait pas forcément vers l'autre, qui restait à la maison. Et un jour, cette personne qui devait avoir à l'époque 35 ans, s'est rappelé qu'il avait été abusé quand il était adolescent, abusé par son voisin. Et en fait, il avait une information quelque part dans son cerveau, c'était trop dur, donc il l'avait oublié. Au niveau du corps, l'impact que ça a, c'est que ça a donné cette personne taciturne qui avait des complications pour vivre. Au niveau de son épouse, elle devait voir qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Elle était peut-être en mode, je ne vais pas bouger, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, mais moi ça me convient, elle avait certainement quelque chose à travailler. Ce qui s'est passé, c'est que quand il a compris ça, il est redevenu qui il est à l'origine. Une personne joyeuse, une personne qui allait vers les autres, une personne qui voulait s'amuser. Et évidemment, ça a mis ça a éclaté le couple et il a quitté son épouse. Parce qu'il est redevenu lui-même. Et ce n'est pas forcément compliqué, parce que chacun est avec l'autre pour avancer. Quand on est avec une personne, on parle beaucoup des pervers narcissiques, ceux qui ont un ego surdimensionné, mais en fait, ils ne sont pas méchants. On pourrait croire qu'ils sont méchants, ils ne sont pas méchants. Ils vont se mettre avec une personne qui manque d'ego, souvent. Parce qu'on se met avec la personne opposée à nous pour nous faire travailler, pour nous rééquilibrer. Souvent, j'ai parlé donc des personnes égocentriques, on peut être égocentrique dans le couple et être en manque d'ego au travail, professionnellement. Un ego, il y en a qui ont tout le package dans tous les secteurs, mais il y en a qui vont être égocentriques pour une sorte et pas pour l'autre. Et c'est ça qui peut prêter parfois à confusion. On dit, vous allez le sentir comme égocentrique, vous allez en parler à vos amis, et vos amis vont dire, ben non, il est sympa, parce que, évidemment, il ne l'est pas dans tous les secteurs. Mais quand vous avez une personne qui vous met de mauvaise humeur, qui vous heurte, que vous ne pouvez pas sentir, ben limite on devrait le remercier. Parce qu'en fait, ça veut dire, pourquoi tu es blessé? Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, je n'avais pas encore eu mes enfants, j'étais déjà avec le père de mes enfants, parce que je suis restée 21 ans avec lui. J'étais en mode régime parfait, j'avais pas un gramme de graisse, j'étais vraiment stricte. Et je me trouvais grosse, on voyait mes côtes à ce niveau-là. Et je me trouvais grosse, et le père de mes enfants rajoutait en disant, ouais, t'es grosse, hein, t'as de grosses cuisses. Et j'étais en mode blessée. Et à l'heure actuelle, je m'en fous. J'aime trop manger, j'aime trop les biscuits au citron. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est énergie. Si vous imaginez, on est toutes comme on nous dit d'être, magnifiques, belles, parfaites, et que quand on est comme ça, tout le monde nous aime. Vous imaginez, on est dans la mer, c'est comme Balavoine, il y a tout le monde qui va sauter sur nous. Alors qu'en réalité, c'est ce qu'on dégage. C'est complètement ce qu'on dégage, l'énergie. Si vous êtes parfaite et que vous êtes en mode « Ah oui, mais je ne peux pas parce qu'il y a ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas, je suis mal, je suis triste. » Mais la personne en face de vous, vous allez dégager quelque chose de négatif. Vous avez beau être parfaite, puisqu'on vous dit que c'est dans la matérialité, vous devez être parfaite. Vous n'allez pas attirer. Moi, quand j'étais petite fille, il y avait un monsieur, mais il était moche. Dans la matérialité, mais il est moche. Et les femmes étaient en mode quand il parlait. Il y a plein de personnes dans les acteurs ou dans les personnes que vous pouvez connaître,
Dans l'audiovisuel, franchement, moi je trouve moche. Le docteur dans Urgence, la Georges Clooney, mais qu'est-ce qu'il était moche avant, et tout le monde. Ah. Mais la façon dont les personnes se comportent et dégagent, c'est l'énergie. On est de nouveau dans l'énergie. Donc, par rapport aux blessures, à ce moment-là, il me touchait parce que je n'avais pas encore compris les choses. Que maintenant, on me dirait ça, je dirais, bah, écoute, c'est ton problème, on ne va pas coucher ensemble. Hein. Donc, voilà, ça n'a plus d'importance. Et c'est là, en fait, que vous devez réfléchir, quand les choses vous heurtent. Et c'est comme ça qu'on avance. On pardonne un petit peu. En fait, vous êtes mes cobayes, c'est la première fois, j'ai tout lâché. J'avais un exemple qui était assez sympa aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Natascha Kampusch, la jeune Autrichienne qui a été séquestrée pendant 8 ans. En fait, il faut savoir qu'elle a été enlevée à l'âge de 10 ans, qu'au départ, elle était dans une cave complètement fermée, donc c'est compliqué, effectivement, puisqu'il a menacé de mort, elle avait été complètement bloquée. Par la suite, il a laissé remonter dans les pièces au-dessus, puis elle a été dans le jardin, et puis il est carrément sorti en ville avec elle. Pourquoi cette personne n'a pas cherché à s'enfuir? Elle avait certainement une blessure à soigner. Parce que nous, avec notre recul, vu qu'on n'est pas dans cette blessure-là, on n'a pas été enlevé, on se dit, mais pourquoi elle ne s'est pas enfuie? Finalement, ça n'a pas de sens. Et donc, elle a attendu 8 ans pour s'échapper. Et puis, il est arrivé ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Pourquoi le syndrome de Stockholm? Qu'elle est tombée, qu'elle voulait protéger finalement son tortionnaire. Mais non, parce que c'est pour parler, je vais postillonner, ça va pas être cool. Vas-y. Parce qu'en fait, elle n'était peut-être pas prête simplement à ce moment-là à avancer. Parce que c'est compliqué. Quand on décide d'avancer, on nous met un peu des bâtons dans les roues pour être sûr. Parce qu'il faut avoir cette émotion qui part. La différence entre penser les choses, se dire oui, mais si je suis comme ça, c'est parce que ma mère était comme ça, c'est parce que ma grand-mère était comme ça, ça peut aider à avancer. Mais avoir cette information de l'origine, de la source de cette émotion, ça vous en délivre complètement. Et donc, on remonte le fil parce que je suis un peu partie. On va parler des rêves lucides, qui sont un outil. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est les rêves lucides. Donc, les rêves lucides, ce sont des rêves dans lesquels on sait qu'on rêve. On est là en mode « Ah, punaise, je suis en train de rêver. Il y a un beau mec là, je vais le brancher. Vous faites la petite affaire. » Ou, moi, dans un rêve lucide, je suis devenue lucide. J'étais, comme en Californie, dans une grosse voiture rouge. Je me suis dit « Ah, je suis en train de rêver. » J'ai foncé, mais l'émotion est tellement forte que on sent qu'on se réveille. On se sent rentrer dans son corps. C'est un truc trop bizarre. Mais le rêve lucide n'est pas qu'un rêve, en fait. Le rêve lucide, vous pouvez vous soigner par le rêve lucide et c'est instantané. Vous pouvez parler avec des personnes décédées, vous pouvez faire apparaître vos peurs pour les faire disparaître. Vous pouvez avoir des informations sur votre vie incarnée pour qu'on vous donne des tuyaux pour avancer mieux. Et pour illustrer, quand on n'a pas fait de rêve lucide, c'est un peu compliqué de se rendre compte à quel point c'est impactant. Quand vous faites un cauchemar, j'imagine que tout le monde a déjà fait un cauchemar ici. Oui, parce que si personne n'avait fait de cauchemar, ça serait ballot quand même. Quand on fait un cauchemar, on se réveille, on est en mode on a mal partout, on est crispé. En fait, l'inverse, quand vous êtes dans un rêve lucide que vous faites apparaître une de vos peurs, puisque vous savez bien que vous ne risquez rien, même s'il y a un mec qui vous poursuit dans tous vos cauchemars avec un couteau, vous savez que vous ne risquez rien, vous êtes lucide. Et à ce moment-là, vous dites dans votre rêve lucide, pourquoi tu me poursuis? Et vous avez l'information. Et quand vous vous réveillez, c'est l'inverse d'un cauchemar, vous sentez un truc qui part et qui vous délivre. Parce que je veux dire, c'est pas forcément évident d'atteindre cette information qui est expliquée actuellement par la physique quantique. On en parle un peu plus de physique quantique. Cette connexion à l'information, il faut y arriver. Là, je suis en train de vous parler. Ça a l'air facile, mais je veux dire, il faut pouvoir capter ces informations-là, tout comme les synchronicités. Je ne sais pas si tout le monde voit les synchronicités. Les synchronicités sont parfois vachement subtiles. On atterrit beaucoup plus tard par rapport à la synchronicité.
Vous avez des informations qui peuvent venir de manière différente. Je vais peut-être parler de ce dont on a parlé dedans. Vous avez des synchronicités qui viennent de plusieurs biais. Ça peut être visuel, ça peut être par les supports réseaux sociaux, etc. Ça peut être auditif, ça peut être dans vos rêves, ça peut être de différentes façons. Donc plus vous allez être attentif à des choses qui viennent de l'extérieur, pas des choses que vous cherchez. Si vous vous dites, mais j'ai envie quand même d'avoir une confirmation de ce que je pense par rapport à quelque chose, parce que quand on demande, on reçoit l'information, et que vous vous dites, si je vois une libellule qui passe, j'aurai ma confirmation. Non, il faut que ce soit un truc impossible. Vous êtes dans votre maison, il n'y a pas d'étang à côté, vous voyez une libellule, là, ok, il y aura une réponse. Mais il ne faut pas chercher l'information, c'est des choses qui tombent comme ça. Et là, ce n'est pas forcément une synchronicité, c'est une information. C'est-à-dire ne pas laisser l'information sans rechercher finalement ce qu'elle peut apporter. C'est ça qui est important. Ne plus laisser passer les choses sans y réfléchir, parce qu'en fait, le mental, on nous a dit de l'utiliser pour la matière, mais non. On doit se laisser porter par cette impulsion qu'on a de faire quelque chose, et puis utiliser le cerveau pour chercher, on va dire, une preuve, parce qu'on est quand même dans la matière. Et je vais parler de cette matérialisation dans un feuillage. En fait, un jour, on amène les enfants de mon ancien compagnon, je ne parle pas du père de mes enfants, enfin ça n'a pas d'importance, on les ramène chez eux. Mais le chemin, je ne le connaissais pas, c'était au début, on était ensemble. Et à un moment, quand on revient, je vois dans le feuillage, avec le feuillage d'arbré, un militaire qui est comme ça sur son fusil, mais avec la lame, là, comment on appelle ça, sa baïonnette. Je me dis bizarre. Je n'en parle pas. Je ne dis rien parce que je me dis, il va me prendre pour une folle. On rentre à la maison. Par la suite, je tombe sur une personne qui a des particularités, qui fait la communication animale également. Et elle m'explique le côté compliqué de parler d'un animal qui a disparu. Parce qu'on communique réellement télépathiquement, on le voit, mais la personne vient vous voir. Ah, j'ai perdu mon chien. Ok. Je le vois dans un bois quelque part qui se balade. La personne va dire, ok, tu me racontes n'importe quoi, c'est pareil, quoi. C'est un peu compliqué parce qu'il est dans un bois, vous ne pouvez pas le situer. Et puis elle a dû dire à cette personne que le chien était décédé. Et cette personne l'a regardé comme pour dire, bah, écoute, tu me racontes ce que tu veux, c'est facile, quoi. Et puis après, tu me demandes de te payer. Et même pour la personne qui a ces messages, quand on voit, eh bien, on a besoin nous-mêmes de preuves pour ne pas vriller. Moi-même, je demande régulièrement des preuves quand ça va trop loin. Parce qu'on a besoin, on est venu ici pour vivre quelque chose, et il faut demander cette preuve. Et donc, elle me dit, Magali, ça m'a fait trop plaisir parce que j'étais trop mal. J'ai vu la tête du chien dans un buisson, je l'ai même pris en photo. Elle me montre la photo, je fais le lien avec le militaire. Je rentre à la maison et j'en parle. Je dis, écoute, quand on est revenu de là-bas, j'ai vu ce militaire sur la baïonnette. Et en fait, quand on a des visions avec des informations. On sent l'époque. Et je sens que c'est 14-18. Donc, on a un instrument magnifique qui s'appelle Google. On commence à googliser le lieu. Il me dit d'abord, ah ben ce serait à l'époque napoléonienne. Je dis non, c'est 14-18. Puis il continue à chercher, et 40-45. Non, c'est 14-18. Puis il continue à chercher, et on voit une gravure avec un mec en baïonnette. 14-18 dans cette région. C'était une personne décédée qui n'était pas encore passée. Par la suite, le truc un peu comique, je ne vais pas passer les âmes, mais il y a j'ai eu quelques expériences à ce niveau-là. Ils sont assez comiques parce que voilà, j'étais sur l'OSC. Et c'est ce moment-là où il a choisi d'arriver. Je dis, ok, on le sent. Bon, parfois, c'était peut-être une blague de sa part, je n'en sais rien. Et j'ai visualisé, parce que lui, c'était simple, il ne faut pas jouer avec ça. Je pense que
Non, c'est pas Stéphanie Jourdain, une autre personne en a déjà parlé, a développé là-dessus. Moi, il s'était montré à moi pour que je vois quelque chose. Et donc, je l'ai fait visualiser de partir vers la lumière. Je lui ai dit que c'était OK, qu'il était décédé, etc. Et puis, pouf, il est parti. Ça m'a bien arrangé d'ailleurs. Donc, voilà. Ça a peut-être répondu à une de vos questions, mais malgré dans toutes les questions, Oui, bah oui. comme ça, ben oui, il y en a beaucoup. Donc vous avez le rêve lucide, vous avez également la paralysie du sommeil. Est-ce que des personnes ici ont la paralysie du sommeil ou connaissent des personnes qui l'ont? Donc la paralysie du sommeil, en fait, vous vous sentez paralysé dans votre lit. Ça m'arrive. Ok, mais ça va être intéressant. C'était un cauchemar. On va expliquer ce que c'est la paralysie du sommeil. En fait, la paralysie du sommeil, vous pouvez être simplement paralysé et puis vous stressez parce que vous n'arrivez pas à bouger. Et on peut aussi avoir l'impression qu'il y a quelqu'un de démoniaque qui nous regarde. Oui. Et qui nous touche. Oui, on a des sensations. En fait, la paralysie du sommeil qui est expliquée par les scientifiques par le sommeil paradoxal, ils vous disent simplement, ben oui, vous êtes paralysé dans le sommeil paradoxal, c'est pas grave, ça va aller. Non, parce que les personnes s'en sortent d'elles-mêmes, parce qu'il n'y a pas vraiment, à ce niveau-là, d'explication par rapport à la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est simplement, vous devenez, en fait, quand on rêve, puis on passe brièvement dans une chambre noire et on se réveille. En fait, la paralysie du sommeil, vous devenez lucide dans cette chambre noire. En fait, vous n'êtes pas tout à fait réveillé, même si vous avez l'impression de l'être. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce que vous voyez qui vous fait peut-être peur, etc., vous étiez peut-être avant dans un rêve où vous étiez en train de, même si on ne se rappelle pas toujours, où vous étiez en train d'en découdre dans votre rêve avec quelqu'un, et cette personne, vous êtes devenu lucide, mais vous ne la voyez pas, vous ne sentez que son énergie. Et donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est repartir dans le rêve lucide. Il y a des techniques pour repartir dans le rêve lucide. Je ne vais pas tout étaler ici parce que bon, ça serait un peu trop long. Globalement, vous êtes dans le noir, vous n'arrivez pas à bouger, vous regardez vers le ciel comme pour qu'il s'éclaircisse. Vous devez d'abord vous calmer parce que vous savez, il n'y a aucun danger en fait. Mais vous êtes dans cette émotion parce que vous ressentez les émotions, donc c'est compliqué. Vous n'êtes pas... rien que le fait d'en avoir parlé, on se souvient de tout en fait dans un rêve lucide. Même par rapport aux techniques pour garder un rêve lucide plus longtemps et ce qu'on doit faire, quand vous êtes dans le rêve lucide, vous vous souvenez de tout ce que vous avez dit au moment où vous étiez éveillé. C'est assez particulier et c'est génial en fait. Et donc, vous vous calmez, vous regardez le ciel, ça s'éclaircit, et à ce moment-là, vous repartez dans le rêve lucide et vous pouvez vous confronter à ce qui vous fait peur. Et c'est toujours la même chose, ça fait plusieurs fois que je le fais. Je l'ai fait il y a une semaine encore. La paralysie? Oui. Mais maintenant, vous avez l'info. Donc, là, vous devez penser, ouais, bah, je sais l'émotion que ça me donne, c'est le stress. Ce qui est compréhensible, on a eu cette conversation, vous vous en souviendrez. J'espère. Vous vous en souviendrez. Parce que la particularité des rêves lucides, j'ai déjà fait des rêves lucides où j'étais dans 3 rêves en même temps. J'étais dans le rêve lucide et j'avais conscience qu'au moment où je faisais le rêve lucide, j'étais dans un rêve classique et j'étais consciente de la réalité que mon fils était passé à la maison et qui m'avait posé des questions. Donc il m'avait dit, quand tu es dans un rêve lucide, maman, tu peux te regarder dans le miroir pour voir ce qui se passe. Et dans mon rêve lucide, alors que j'étais consciente des autres rêves qui étaient autour, je me souvenais de cette information-là, c'est assez particulier. Oui, oui, oui. Parce que des fois, quand je faisais ce rêve, en même temps, j'entendais comme s'il y avait des scènes de vie autour de moi. Ah oui. J'entendais des gens, mes enfants qui parlaient, mes maris autour de moi. Oui. Donc je fais mon rêve, je suis paralysée et j'entends parler autour de moi. Oui. C'est ça C'est ça, où je ne suis pas dedans, donc je ne peux pas. Mais il y a de grosses probabilités que ce soit la même chose. C'est pour ça que c'est important et de ça partir. Ce rêve-là, ça rapporte. Apprendre conscience des choses importantes qui sont autour de vous. Il faut d'abord retourner dedans, le faire réapparaître, mais comme je vous ai dit, en repartant en arrière, si je puis dire, en retombant dans le rêve, puisque vous êtes déjà lucide, vous allez repartir dans le rêve en étant déjà lucide, et à ce moment-là, vous posez vos questions ou vous avez vos informations. Et vous comprendrez à quoi ça vous sert. Vu que, oui, là pour le coup, il faut détailler, aller plus loin, donc ça ne va pas être possible. Mais déjà, vous avez cette information-là, donc vous saurez, vous vous en rappellerez.
Donc vous avez le rêve lucide, vous avez la paralysie du sommeil, vous avez la méditation, parce que la sortie astrale, je l'ai faite en pleine journée en méditation. Donc on peut atteindre cet état-là en méditation. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément envie de faire de méditation. C'est pas une méditation de 5 minutes. Mais c'est surprenant. Parfois, il y a des choses qui arrivent instantanément, où vous endormez une fraction de seconde et c'est à ce moment-là que vous avez des choses un peu particulières qui arrivent. Ce n'est pas toujours les plus longues qui sont les mieux. J'ai fait une régression et la régression, finalement, c'était très court. J'avais pas toutes les informations, j'ai dû en refaire par après, mais ça m'a amené là où je devais trouver l'information. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire d'en faire des longues. Maintenant, il y a la méditation, les rêves lucides, il y a aussi les rêves prémonitoires. Attention, les rêves prémonitoires, on peut faire des rêves prémonitoires qui sont juste avec les personnages, mais on peut faire des rêves prémonitoires où il y a un leurre. On va vous mettre quelqu'un d'autre et c'est fait exprès pour la spontanéité. Sinon, quand vous allez arriver dans la scène où ça doit se passer, vous n'aurez pas cette spontanéité. Mais de toute façon, la personne, si vous avez vu des personnes dedans et qu'on a changé, et que vous ne connaissez pas à la base ces personnes-là, énergétiquement, vous saurez que c'est la bonne personne. Quand vous la ferez passer, vous direz que c'est lui. Parce qu'on revient de son rêve avec l'énergie du rêve, on ne se trompe pas. À ce niveau-là, c'est bien pratique. Maintenant, en imaginant, et ce qui est compréhensible, que vous n'avez pas envie de vous focaliser sur vos rêves lucides, que vous n'avez pas envie de faire de méditation, il y a toujours cet instinct, cette intuition, que là, tout le monde peut écouter. Donc, c'est vraiment l'impulsion. Je ne sais pas si on est qui font du jogging ou simplement pour aller voir des amis, on a ce moment où on a envie d'y aller. Et puis on se met à réfléchir et on se dit, ben non, il va pleuvoir, ou ben non, j'ai encore ma lessive à faire, et on n'y va pas. Et en fait, il y a comme des moments particuliers où on redonne l'opportunité d'avoir une facilité. Et quand on a ce sentiment que c'est maintenant, en imaginant, vous avez une difficulté avec un membre de votre famille et vous n'arrivez pas à lui parler. Et vous savez que vous devez y passer, c'est la famille, et vous sentez que vous devez régler votre problème. Eh bien, vous avez des moments où vous dites, je sens que je vais aller lui parler maintenant. Et puis, boum, vous réfléchissez, c'est foutu, vous faites marche arrière. Vous devez y aller à ce moment-là. Limite, le truc qui vous aide, et ça, vous pouvez faire l'exercice chez vous, quand vous êtes en stress et que vous savez que vous devez sortir quelque chose, vous fermez les yeux, ça prend une seconde, ça c'est pas une méditation, vous fermez les yeux et vous visualisez que vous respirez dans le cœur et pas dans les poumons. Et la différence, elle est impressionnante. Ça nous pose directement. Et vous, en faisant cette action-là de visualiser que vous respirez dans le cœur, vous demandez en même temps pour avoir les mots justes et dire les choses qui ne blessent pas. Et à ce moment-là, vous partez, vous allez voir la personne. La personne, avec cette émotion-là, vous allez lui dire, sans mettre le doigt, vous parlez de votre émotion, pas de son émotion à elle. Ton attitude, ce que tu me fais, je le ressens comme ça. Et ça me fait cette émotion-là. Elle va réagir en vous comprenant ou pas. Parce que l'effet que ça donne, quand vous donnez votre émotion et que vous dites votre émotion, ça ne va peut-être pas l'arranger. Parce qu'elle a envie d'entendre autre chose, parce qu'elle va devoir regarder à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir régler son propre problème. Et quand vous avez dit ce que vous avez à dire, il faut faire attention de ne pas partir dans le blabla. Parce qu'une fois que ça a été dit, vous ne devez pas développer. Parce que le blabla qui est derrière peut anéantir l'effet que vous avez eu juste en disant les choses. Et si la personne n'est pas dans cette dynamique de conversation saine, une fois que vous avez dit, vous vous en allez. Et elle va faire son travail. Parce qu'on est chacun venu ici pour faire avancer les choses. Maintenant, concrètement dans la matière. Parce que je me suis peut-être un peu étendue. Je ne sais pas quelle heure il est. 16h08. Bon, ça va, on est en cours de la marche.
Maintenant, dans la matière, finalement, pourquoi c'est important de s'occuper de ces souffrances? Eh bien, c'est parce que, par rapport à la situation, que ce soit le monde avec les guerres, etc., enfin, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, comment voulez-vous pouvoir discuter avec une autre personne si vous n'avez pas réglé un certain problème et faire avancer les choses? Je vais vous donner un exemple, on va retourner à Forcalquier pour le coup. Donc, quand je suis allée à Forcalquier, parce que je connais quelques personnes là-bas, et il y a des personnes qui sont un peu dans cette énergie-là, c'était important pour moi de mettre ces choses en place. Et donc, attendez, je rechoppe mes pensées, puisqu'elles sont en train de se disperser. Il fallait que j'aille à la rencontre de certaines personnes pour pouvoir discuter de ce que je discute avec vous, mais de manière beaucoup plus concrète dans le monde, moins par rapport au livre, de manière beaucoup plus concrète. Et donc, Christiana, chez qui je suis allée loger à Forcalquier, me dit, écoute, il y a des personnes qui ont créé une communauté qui existe depuis 40 ans, et dedans, il y a un homme qui a une radio, donc peut-être qu'il pourrait t'interviewer, et voilà. Je dis, ok, je vais aller à leur rencontre, ils sont un peu dans les montagnes, pas très loin de Forcalquier. J'arrive déjà là-bas, je sens une certaine hostilité, mais c'est ok, moi je vais juste voir, hein, après je m'en vais sinon. Il y a des personnes qui viennent de France, qui viennent de Suisse, qui viennent d'Allemagne, qui venaient de Belgique, il y avait des Belges là-bas. Et j'arrive, et on m'interroge, et on me regarde un peu comme une personne suspecte, mais c'est ok. Et la dame me dit, écoute, là il est très occupé, mais je ne sais pas à quoi il ressemble, le gars. Elle me dit, écoute, mange avec nous, mais je dis, écoute, je ne vais pas prendre le pain, non, assieds-toi, et on s'assied, et il y a une des personnes qui est là, qui me dit, je ne sais pas c'est quoi, qui me dit, tu vas prendre un râteau. Je vais prendre un râteau de quoi? Voilà, moi, il n'y a pas de râteau à prendre. Et à un moment, mais vraiment, au bout d'une heure, on me dit, en fait, il est à côté de toi. Et ce que je voulais lui expliquer, c'est que dans le monde tel qu'il est, on ne peut pas mettre des choses en place uniquement, je schématise, hein, ne prenez pas mal le haut et le bas, on ne peut pas mettre des choses en place uniquement par le bas, on a besoin de tout le monde interconnecté, des personnes qui sont au-dessus, qui détiennent finalement les énergies, la technologie, l'eau, on a besoin l'un de l'autre. Et des personnes bonnes, il y en a partout. Et on doit réaliser que quand on s'incarne un peu partout, en fait on est, je vais essayer de ne pas me disperser sinon je vais vous perdre, quand on est au final, on va naître en Afrique, on va naître en Belgique, on va naître riche, pauvre, enfant battu, voilà, on est de toutes les façons, et quand on grandit avec la croyance que ce qu'on fait, c'est le bien. On ne fait pas grandir quelqu'un en lui disant « tu vas faire le mal », ça n'existe pas. Les gens grandissent en pensant qu'ils font le bien, avec toute l'influence de l'entourage. Si vous êtes musulman ou si vous êtes catholique, vous grandissez avec la conscience de la collectivité par rapport à ça. Mais tout le monde fait les choses bien. Si vous êtes par exemple rentier, vous êtes né rentier, et on vous a baratiné les oreilles en disant « oui, les gens du peuple, si tu te frottes à eux, tu dois rester dans ta classe sociale », je schématise, hein. Sinon on va te pomper ton pognon. Mais lui, il se dit « moi j'aime bien les gens, et j'ai envie de les connaître, mais il a quand même cette retenue, cette vibration de « je risque de me faire arnaquer ». S'il n'est pas OK avec lui, quand il va aller voir les personnes, il va tomber sur la personne effectivement qui va le voir de loin et qui va chercher à le spolier. Il faut être en accord avec soi-même, mais les personnes naissent bien absolument partout. Il n'y a personne de mauvais. On peut même aller très très loin. Vous allez me dire, mais t'es peut-être folle Magali. En imaginant, je suis un gouvernant, je me dis, il y a trop de monde sur Terre, il y a autant de milliards de personnes en trop sur Terre pour que la Terre puisse vivre. Moi, je vais sauver la race humaine. Je vais m'arranger pour qu'il y ait plein de personnes qui meurent. Mais cette personne, elle est intimement convaincue de faire le bien. Et c'est pour ça
qu'il faut, quelque part, s'interconnecter avec les personnes qui comprennent la souffrance des autres. Parce que plus on comprend la souffrance des autres, plus on a cette vision de loin, plus on peut avancer. Parce que c'est pas de nouveau une hiérarchie. Le but n'est pas faire une hiérarchie. Quand vous êtes dans la compréhension de l'émotion, c'est l'inverse. Plus vous comprenez l'émotion, plus vous pouvez aider l'autre, parce que vous comprenez ce qu'il est en train de vivre, sa souffrance. Et donc, pour pouvoir avancer dans le monde tel qu'il est, il faut remettre le lien entre toutes ces personnes pour qu'elles puissent expliquer aux personnes qui comprennent un peu moins, et ainsi de suite, puisqu'on ne peut pas aider tout le monde, comme j'avais expliqué au début. Mais du coup, j'ai perdu le fil, donc je suis assis à cette table, et le gars à côté de moi, je lui explique ça avec il faut s'interconnecter, parce que voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et il me dit, non, il en est hors de question, non, c'est pas vrai. En gros, ils sont les méchants, on est les gentils. Je dis, ok, je ne vais pas pouvoir discuter avec lui, donc je m'en vais. Et je rentre près de Christiana. Et j'apprends en fait qu'il vient d'une famille bourgeoise. Donc il a certainement une blessure quelque part qui a fait qu'il a dit non à ce monde-là. On ne peut pas avancer si les personnes sont dans leurs blessures, parce qu'elles vont réagir par rapport à leurs blessures, pas par rapport à la situation, par rapport à la blessure. Et donc, non, je n'étais pas distraite par rapport aux personnes derrière, c'était que j'ai un peu mélangé tout ce que je voulais dire. Et aussi pour... Je me permets juste 2 secondes. Fais une pause. Et quelqu'un veut à nouveau une boisson chaude parce que c'est pas très chaud. Donc, oui, non, c'est vrai, moi je suis en mode bouger, mais vous êtes assis. Non, mais ça va, c'est gentil. C'est gentil. Non, mais je peux aussi postillonner, donc non. Je vais mettre 2 secondes. Oui, comme ça. Non, non, hey, avec